Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Ce vieux tilleul derrière nous, vous le connaissez sans doute, peut-être l'arbre le plus vénérable, le plus remarquable des pays de Savoie. 600 ans d'âge, ça vous dit peut-être quelque chose. Nous sommes dans la très belle vallée du Giffre, dans la commune principale qui s'appelle Samoin. À mes côtés, monsieur le maire de Samoin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur le maire, au fond de la vallée du Giffre, on trouve Samoin, pas tout à fait au fond quand même, mais c'est une vallée qui est fermée, monsieur le maire, vallée du Giffre, c'est bien ça, hein? Oui, c'est une vallée qui est fermée par un sommet qu'on appelle le Mont Blanc des Dames, donc qui est le Buet, qui fait à peu près 3000 mètres. Et en fait, c'est une vallée exceptionnelle parce que c'est une vallée très plate sur une vingtaine de kilomètres. Vallée exceptionnelle, on va en reparler, on verra les images de Gabin Veller. Et puis derrière nous, ce vieux tilleul, il est arrivé avant tout le monde ici et il restera certainement après tout le monde. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment un arbre qui est très solide, on le voit à son format. Et bien sûr, on le bichoune parce que bon, avec un âge comme ça, c'est comme les anciens, il faut bien s'en occuper. Alors 600 ans d'âge, on a dit, est-ce que c'est vrai, monsieur le maire, qu'il est creux à l'intérieur? Oui, en fait, il est creux et il y a même des problèmes sur certaines branches parce qu'en fait, effectivement, ça a tendance à pourrir un petit peu l'intérieur, donc il est nettoyé régulièrement. Mais c'est vrai que ces arbres-là poussent avec la sève qui passe en général à la périphérie du tronc. Est-ce que c'est vrai qu'il est soigné par presque des médecins? Oui, en fait, on a des spécialistes de ce genre d'arbres et qui viennent régulièrement l'observer, nettoyer, couper les branches qu'il faut couper. En fait, on en prend soin. Samoin, belle commune, beau village, très belle place du village avec un très très beau tilleul derrière nous. Combien de septimontains aujourd'hui en 2016? Alors en gros on a 2400 habitants et ce que je rajoute toujours, on a 21 000 lits avec les touristes. Donc on multiplie pratiquement par 10, notamment dans quelques jours, puisqu'au mois de février on va multiplier par 10 la population. On est sur donc 21 000 lits à peu près. 7 montagnes, 7 montagnes, monsieur le maire, ou je me trompe? Alors 7 montagnes, ça ne veut pas dire 7 sommets, ça veut dire 7 alpages. C'est des alpages qui sont donc de chaque côté tout autour de nous et qui sont encore occupés l'été, puisqu'on a quand même un milieu agricole qui est très dynamique, avec des jeunes qui reprennent des exploitations. Et on est en plus dans le périmètre de l'AOC Reblochon, ce qui permet d'avoir une agriculture qui vit, je dirais, encore correctement. Et puis Samoin, station de ski reliée au Grand Massif. Combien de kilomètres de ski on peut faire à partir de Samoin? Alors, grosso modo, il y a 260 km de pistes balisées. Donc, en fait, on est sur les communes de Flaine, Les Carreaux, Morillon, Samoin-Sixte, avec la formidable piste des Cascades, qui fait quand même 14 km de descente avec 1700 mètres de dénivelé, et qui est vraiment un moment exceptionnel, puisqu'il n'y a aucune remontée mécanique sur le parcours. Est-ce que c'est vrai que c'est la plus longue de France? Oui, et je crois même que c'est la deuxième d'Europe, il me semble bien. Alors, couleur hiver avec la neige, ski de fond aussi ici? Oui, alors bien sûr, ski de fond, on a d'abord dans le fond de la vallée quand la neige nous permet de le pratiquer. Sinon, on a un très beau domaine qui se situe au fer à cheval et surtout, bien sûr, le col de Jouplane qui vient d'être d'ailleurs en partie sécurisé au niveau de la route et où on a un domaine formidable avec le Mont Blanc en point de vue. Et là, je crois que les gens se régalent aussi à cette altitude-là, c'est 1600 mètres, donc c'est extraordinaire. Changement de couleur, l'été, c'est le vert qui domine. Et l'été, c'est un endroit où on peut faire de très très nombreuses balades. C'est vraiment la carte postale de la montagne l'été. Alors tout à fait, on a d'abord effectivement l'aspect naturel avec les sentiers, les refuges, avec toutes ces promenades possibles dans notre territoire. Puis après, il y a toutes les activités liées à la montagne l'été, le rafting, le parapente, le VTT. On a plus de 95 km de pistes de descente de VTT sur notre commune, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une Coupe du Monde cet été. Et je crois qu'on a vraiment de quoi rassasier tous les appétits de sport d'été sans problème. Monsieur le maire, vous pratiquez les sports d'été ici, les sports d'hiver? Oui, bien sûr, je skie. Je crois que d'ailleurs je fais que du ski au niveau sport, parce que j'ai pas trop le temps sinon. Et sinon je fais d'autres sports, mais qui ne concernent pas la montagne. Alors on va dire de mots, parce que c'est assez rare de voir un maire passionné par un sport qui ne se pratique pas ici ou pas vraiment. C'est la plongée sous-marine, monsieur le maire? Oui, alors tout à fait. J'étais un apnéiste, comme on dit, c'est-à-dire en fait un passionné de plongée en apnée, avec appareil photo, parce que j'adore faire de la photo. Et puis là, depuis quelques temps, je me suis, je dirais, mis à la plongée
plongée bouteille. Et bon, j'ai passé un certain nombre de niveaux et maintenant je fais de la plongée bouteille avec caméra. Ça, c'est encore mes anciens défauts issus de la 8 Mont Blanc, si on peut dire. Et donc, en fait, bon, je fais de la plongée avec de la vidéo et c'est extraordinaire. C'est pas vraiment un défaut, on voit des images de Raymondin, on voit des images exceptionnelles. Quand on est sous l'eau, à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau, on n'a pas le même regard sur la vie, sur soi-même. Ça change un homme quand même, non? Oui, puis alors, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on n'a pas de coup de téléphone, on n'a personne pour vous embêter. Là, au moins sous l'eau, les poissons vous disent rien. Et par contre, on peut les admirer sans qu'ils contestent. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. C'était le jardin secret de Monsieur le maire de Samoin. Nous sommes le 27 janvier 2016. Le temps n'est pas vraiment de saison. Toute saison, on peut venir ici, été, automne, printemps, hiver. Votre saison préférée, c'est laquelle? Ben, c'est pareil, ça serait difficile de dire, parce que je crois que, enfin bon, étant un peu aussi photographe et tout, je crois que les 4 saisons ont quelque chose d'extraordinaire. Quand vous partez du printemps avec ces verts qui sont impressionnants de tendresse et tout, après vous avez l'été avec toutes ces, je dirais, ces fleurs qui sortent de partout, l'automne avec des couleurs extraordinaires, et puis l'hiver où la neige, la glace apportent toujours aussi une image complètement différente. Donc je pense que les 4 saisons sont vraiment magnifiques dans ce village. Allez, on a un maire poète à Samoin. Merci Monsieur le maire, derrière la caméra, c'est Gamin Veller, on est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous avons pris maintenant de l'altitude. Nous sommes juste au-dessous du petit village de Matonnet, sur Samoin, bien sûr, face à l'immense domaine skiable du Grand Massif. Et on va parler de montagne, on va parler de littérature, de passion, et on va parler d'humain avec notre invité, c'est Patrick Breuzé. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. On est très heureux d'être chez vous Patrick, parce qu'on vous a déjà rencontré à 8 Mont Blanc. Vous êtes depuis 20 ans maintenant un septimontain bontain, comme on dit. Exactement. Alors, si on pose la question pourquoi, Oui. la réponse va être par hasard. Oui. Et ça sera une vraie réalité. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ma compagne souhaitait connaître la montagne. On est venu à un mauvais moment, à un mauvais endroit. Et puis un jour, on a vu qu'il faisait un petit peu plus beau sur Samoin. On s'est dit, tiens, on va y aller. Ça nous a plu. On a décidé, dans une première démarche, d'acheter un petit studio ici, qui me sert aujourd'hui de bureau. Et puis, de fil en aiguille, nous qui étions parisiens, mais malheureux d'être parisien, on s'est dit, il y a peut-être une autre voie dans la vie, il y a peut-être un autre endroit où on pourrait être heureux, et on s'est dit, sans connaître personne, on s'est dit, on va venir à Samoin. Samoin, on connaissait quoi? Je suis donc d'origine bretonne, on connaissait la boulangerie, et on connaissait le bistrot. En tant que breton, c'est normal. La boulangerie, le pain se dit bara en breton, le vin se dit gouine. Bara, gouiné, ça vient de là. Ah oui. Quand les Bretons allaient dans les régions de France et ne parlaient que le breton, bien évidemment, avec des variantes qui plus est, ce n'est pas une langue unique, elle est variée, eh bien, ils demandaient du pain, ils demandaient du vin, et ils baragouinaient, c'est de là que ça vient, tout simplement. Donc moi, je ne baragouinais pas, en revanche, je connaissais le boulanger et je connaissais le bistrot. Et partant de là, on s'est dit que l'on était bien ici, que l'on avait été bien accueillis, charge à nous désormais, d'abord de nous faire accepter, premièrement, et deuxièmement de renvoyer l'ascenseur si on en avait les moyens. Alors je ne sais pas faire grand-chose de mes mains, mais en revanche j'ai proposé très vite à la bibliothèque de l'époque, qui est devenue aujourd'hui une médiathèque à Samoin, de leur créer un atelier d'écriture. Et en fait c'est de là que part toute l'histoire de ces livres. S'il n'y avait pas eu cette bibliothèque, cet atelier d'écriture, j'aurais peut-être jamais écrit. Pourquoi? Parce qu'un jour, je vois écrit sur la porte de la bibliothèque « Concours de nouvelles à Bonneville ». Je lisais des nouvelles, mais j'avais jamais vraiment regardé la structure et la construction d'une nouvelle. Et je me dis, tiens, ça serait peut-être un moyen de m'exprimer sur la région. Et je me souviens, l'exercice imposé, c'était obligation de parler de Bonneville et écrire dans 2-3 feuillets. Je me dis, je tente le coup. Je l'ai écrit dans le train, je m'en souviens très très bien. Gare de Lyon-Annecy. Je me suis dit, si j'y arrive, je la présente. Si j'y arrive pas, bah tant pis. Et j'avais pas complètement fini. Mais je connaissais rien, je venais d'arriver. Je me souvenais qu'il y avait un fleuve, un torrent, l'Arve, et je me souvenais qu'il y avait un pont, le grand pont de Bonneville. Partant de là, j'en ai fait une nouvelle qui a gagné le premier prix. Et je me suis dit, bah voilà, on va continuer.
Voilà le parcours du breton savoyard originaire de Pontivy au départ, hein, à côté dans le Morbihan. Alors Patrick, aujourd'hui, vous avez déjà écrit 7 romans. On va le dire tout de suite, ça se vend très bien. Vous êtes peut-être l'écrivain savoyard le plus vendu. 1 million de livres vendus aujourd'hui. Point commun à tous vos romans, vous parlez de la montagne, vous parlez beaucoup de Samoin, vous décrivez à merveille cette montagne, et puis il y a toujours une aventure humaine. Et vous aimez beaucoup camper les petites gens, et vous leur trouvez toujours, malgré la détresse parfois, toujours une lumière qui est là et qui finalement fait du bien à tout le monde. Oui, ce qu'on appellerait les gens de peu dans certaines régions de France. Et je rajouterais un niveau à ces gens de peu. Ce sont des gens de peu qui sont cabossés par la vie, qui souffrent de différents malheurs. La perte d'un enfant, les difficultés financières ou les difficultés vis-à-vis des éléments, comme ce jeune poilu que j'avais fait rentrer de guerre pour une convalescence et qui retrouve son père, avec qui il a un attachement extraordinaire, et qui au moment de retourner au front, ça se passe en 1917, juste après l'offensive Nivelle, donc un massacre, et au moment où il doit repartir, il doit prendre le train le lendemain matin. Il va une dernière fois sur le Criou. Il va se balader et là se déclenche une immense coulée de roches. Il est emporté par la coulée, mais il se relève, il n'a rien, des égratignures. Mais il se pose une question qu'on serait tous posés. Qu'est-ce que je fais? Je me relève et demain je suis au front et je risque de ne pas revenir et je ne reverrai pas mon père. Ou je fais croire que je suis mort en montagne, je me cache, mais je risque de ne pas revoir mon père non plus. Et donc, sacré dilemme. Je dis pas la fin. Alors, vous campez, vous décrivez ces personnages. Alors, il y a beaucoup d'humains chez vous. Donc, la montagne, c'est un élément naturel fort. Vous dites aussi que vos personnages sont très proches de cette nature, très proches de cet univers qui nous entoure, très proches du cosmos. Il y a un lien entre l'humain et la nature. Vous en êtes convaincu de ça aussi? Totalement, totalement. On l'a dit il y a quelques instants, je suis breton, j'ai une culture bretonne, et même si les Bretons sont très catholiques, il n'en reste pas moins qu'ils ont gardé des traditions païennes très fortes, hein, pas dans le sens péjoratif du terme d'ailleurs, où la nature s'exprime, la nature a un rôle, l'eau a une fonction, les nuages, le ciel, tout porte quelque chose et les signes ont toujours un sens pour l'humain. Et ici, en fait, quand moi je me souviens d'un rédacteur en chef à Paris, dont je ne dirai pas le nom, une certaine décence à son égard, m'a dit, mais tu pars en Haute-Savoie, te rends-tu compte, tu fais un suicide social. Alors ce sont des mots qui frappent. Heureusement, ils ne m'ont pas blessé, mais j'y ai souvent pensé. 20 ans après, j'en parle encore. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris que, en fait, étant breton, je trouverais relativement facilement le moyen de comprendre les Hauts-Savoyards et d'être compris par eux. Ça ne veut pas dire que nous avons que des qualités, loin s'en faut. Les nôtres sont souvent insupportables. Nous sommes assez rugueux, plus en écorce qu'en douceur. Nous n'aimons pas trop que l'on nous montre la vie, comment elle doit se dérouler. Donc je me voyais mal, moi, arriver ici, à expliquer à des anciens de Samoin et de la vallée comment on scie un tronc ou comment on pèle la neige, quoi. Donc j'ai écouté, je leur ai demandé, je me suis renseigné, et je me souviens l'un de ceux qui m'a sans doute donné envie d'écrire, c'était un vendeur de bois au-dessus du Villard, là où j'habitais précédemment. Et j'allais lui acheter du bois pour finir de construire mon chalet. Et un jour, il n'était pas en forme. C'était un homme qui avait déjà dans les 80 ans. Et de fait, comme souvent les personnes âgées, il avait une tête de fémur qui le faisait souffrir. Et il a vu que j'étais affecté, qu'il souffrait. Et il m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, mais t'en fais pas. Je suis pas à la veille de cirer mes souliers. Extraordinaire phrase, parce que tout est dit dans ce qu'il y a de plus dramatique de la vie, la mort. Et il ne prononce jamais le mot, et ça rend presque beau la mort avec les souliers cirés, le corps bien droit dans la bière. Et du coup, quand j'y allais, j'essayais de lui demander si je pouvais prendre des expressions au fur et à mesure. Et voyant la richesse de ce qu'il me donnait, et d'autres après sont venus compléter tout cela, je me suis dit, mais notamment dans les dialogues, il faut absolument faire vivre ces expressions.
et permettre à ce langage très imagé, très lié à la nature, très empreint de symboles, très souvent. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays de tailleurs de pierre. Les pharaons, donc les tailleurs de pierre de maçons, d'ici, maçons, ont essaimé sur l'ensemble des pays européens et se sont enrichis de beaucoup de connaissances. Donc ce rapport au symbole, au ciel, à la nature, à l'eau, je l'ai vite senti chez eux et je me suis dit ça devait figurer le mieux possible à l'intérieur de mes romans et d'une certaine manière être un filigrane qui allait permettre une lecture de second niveau de ce que j'écrivais. Et bien sûr, il y a une histoire, bien sûr, il y a des personnages extrêmement attachants, bien sûr, il y a des énigmes qui se résolvent à la fin. Toujours, je me l'impose, de belle manière. De belle manière, c'est pas une happy end comme aux États-Unis. C'est une façon de démontrer que même au plus noir de la nuit, il y a toujours encore une étincelle qui brille. Charge à nous, humains, de la maintenir et puis de lui permettre de grossir et de se développer. Donc mes personnages ont toujours ce côté à la fois humain, courageux, dur au mal et jamais résigné. En tout cas, ça donne envie de lire ces ouvrages. On rappelle quelques titres: La lumière des cimes, là aussi tout un symbole. Le silence des glaces, L'étoile immobile, La valse des nuages. Alors vous observez, on l'a dit, les petites gens, comme vous dites, les gens de peu. Vous les revalorisez et puis vous observez la nature, vous développez vos sens. Vous dites que nos sens d'aujourd'hui sont atrophiés, Patrick Breuzé. Ah mais c'est évident. On va pas faire l'histoire de la perte de nos sens parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais il est évident que on nous a corsetés pour que nos sens soient moins utilisés. Et la société actuelle, la société du tout numérique aussi, vient surajouter une couche à tout cela. Or, nos sens ne demandent qu'à être éveillés. Un sens que l'on utilise peu, le toucher, on l'utilise, mais il est en train de se perdre. Les animaux, eux, l'ont copieusement gardé. Ces sens-là, j'essaie à chaque fois que je le peux, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais la neige. Il y a 1000 façons de parler de la neige. On peut dire il neige. Bon, on aura compris qu'il tombe des flocons. Mais ensuite, quand la neige est tombée, d'abord les flocons ne tombent pas, à mon sens, et je le dis souvent, forcément où on le pense. Là où j'habite, je prends beaucoup plus de neige que mes voisins qui sont à 50 mètres. Alors je me suis un peu renseigné. Pourquoi ? Parce que je suis au bout de la combe, je suis en proximité de forêt. Ça attire davantage de neige. Donc tout ça, ça a un sens. Au-delà de ça, lorsqu'il y a de la neige et que l'on marche dans la neige, eh bien, le bruit des pas va être différent selon le moment de la journée et selon la nature de la neige. À un moment donné, on va entendre de la neige croustiller. Ou à d'autres moments, on va entendre un bruit de ouattes déchirées lorsque la neige vient de tomber et que l'on marche dedans. Tout ça s'incluant d'ailleurs souvent dans un silence. C'est ça le plus extraordinaire. C'est un silence bruissant, au risque de faire un oxymore, mais c'est un silence qui bruite plein de choses. Et ça, j'adore. Essayer de trouver ce genre d'image, c'est le travail d'un auteur, d'un écrivain, pour faire résonner ces choses de la nature. Une feuille qui bouge, elle a forcément une raison de bouger, un sens. Sauf s'il y a du vent et toutes les feuilles bougent. Mais une seule qui bouge, ça veut peut-être dire quelque chose. Donc j'en parle dans mon prochain roman, là, où il y a un regard, une grande attention de la part de l'héroïne et du héros par effet miroir dans ce roman. Ça m'intéresse bougrement parce que ce sont les petits et les grands mystères de la vie. Patrick Breuzé, il faut le lire parce que la lecture est aussi intéressante que l'oral. Patrick Breuzé, un mot sur le prochain roman qui va sortir en mai 2016, on le précise bien, avec un titre, là aussi, le titre. Eh bien, le titre, c'est un titre qui peut paraître long, mais qui correspond absolument au millimètre au sujet. C'est « Mon fils va venir me chercher ». Et j'aimerais, la couverture est en train d'être réalisée, j'aimerais qu'il y ait un alpiniste des années 40, 50, assis sur une vire, laquelle vire sera une vire du Cervin, un homme qui attend que son fils vienne le sauver. C'est toute l'histoire. Patrick Breuzé, philosophe, on l'écouterait des heures, malheureusement on doit déjà terminer cette interview. Patrick Breuzé, on rappelle tous vos ouvrages, alors Presse de la Cité,
Kalman Levy, on peut les trouver partout, hein, dans les librairies, dans les bonnes librairies, en Suisse aussi. En Suisse aussi, tout à fait. Au Canada également. J'ai eu il y a quelques jours des relations avec une médiathécaire d'une ville de Québec, au Canada français, qui me disait que mes livres sortaient souvent de la médiathèque. C'est normal. Hachette diffuse de façon merveilleuse l'ensemble de nos romans. Et puis aussi la sélection du livre aussi, qui est important aussi. Là aussi, grande publication on peut vous retrouver. Et ça, c'est aussi une belle reconnaissance, parce que vous publiez avec des auteurs extrêmement connus. Alors effectivement, le Reader Digest que tout le monde connaît, ne serait-ce que parce que nos parents déjà avaient... On a tous lu à la maison. On a tous lu, hein. Et moi, ça m'enorgueillit toujours lorsque je sais que l'un de mes romans est repris. D'abord parce que je suis aux côtés d'auteurs qui ont une réputation 1000 fois supérieure à la mienne. Je pense à John Grisham, là, qui était à côté de moi. Et deuxièmement, parce que ça permet d'accéder à un lectorat très différent. C'est vrai qu'ici, j'ai la chance d'avoir beaucoup de touristes qui viennent, qui achètent et qui découvrent, ou qui viennent pour acheter parce qu'ils ont déjà apprécié. Mais en revanche, grâce à la puissance de ces maisons d'édition qui diffusent à des lecteurs abonnés en général, ça permet de conquérir, de se faire connaître, de conquérir, je l'espère, de séduire des personnes que je n'aurais pas eu à rencontrer autrement. Allez, on rappelle, hein, tous les livres de Patrick Breuzé, on peut les trouver en librairie. Ils sont vraiment passionnants. Comme l'auteur, vous êtes aussi bon conteur qu'écrivain, Patrick Breuzé. Le petit dernier, on rappelle son nom, sorti mai 2016. On rappelle aussi qu'il y aura beaucoup de promos, vous allez faire beaucoup de promotions. Oui, on rappelle le tout à titre. fait. Mon fils va venir me chercher. C'est pas beau ça. Et ça se passe entre Samoin et le Cervin. On n'en dit pas plus, Patrick Breuzé. Exactement. C'est la première fois d'ailleurs que je sors de la vallée. Comme quoi, tout est possible. Merci beaucoup pour cette passion. Merci aussi pour cette sagesse, on peut employer le mot, parce que vous avez tendance à élever les âmes. Et puis merci aussi de vous intéresser aux gens de peu. Finalement, les gens de peu, ce sont des gens extrêmement importants. Ils valent beaucoup. Merci Patrick. Merci. Merci beaucoup. Alors on est toujours chez Patrick Breuzé avec sa compagne maintenant, Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Avec Patrick, on a évoqué les éléments, la nature, l'humain. Et vous, avec vous, on va plonger dans le monde de l'enfance. Chantal, vous faites des lutins, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, oui, effectivement. Alors, ils sont en quoi ces lutins, Chantal? Alors, ils sont en pâte de porcelaine froide. Donc, ça vient du Brésil. C'est une pâte que l'on fait soi-même, d'ailleurs. Il n'y a aucun problème. Toute cuisinière peut le faire. D'ailleurs, cette pâte vient du fait qu'une Brésilienne a voulu faire un gâteau. Ah oui. Et au lieu de prendre un liant, elle a pris la colle de son fils. Et en la faisant cuire, donc elle s'est aperçue que ça avait fait cette pâte. Et puis après, c'est l'imagination qui a fait que on fait des personnages, tout ce que l'on veut avec. Alors on va revenir un peu, pâte de porcelaine froide. Donc c'est à base de quoi? C'est à base, alors, donc en premier lieu de farine, Oui. fleur de farine en général, de l'huile de tournesol, Oui. et puis donc de la colle blanche. Alors ça se travaille, c'est tendre. Et ensuite, alors ça c'est un peu bizarre, ça se durcit, c'est ça? Ça durcit, c'est comme de la pierre après. Comme de la pierre, ce qu'on voit ici. Exactement. Oui. Exactement. Alors, vous avez fait naître des lutins. Depuis combien de temps vous faites ça, Chantal? Ça va faire un an. Ça va faire un an que je commence. Et comment on a l'idée de faire sortir ces lutins? Alors là, on est dans le monde de l'enfance, parce qu'on voit des choses magnifiques. Comment on a cette idée-là? Eh bien justement, je suis une grande rêveuse en fait. Et donc c'est en promenant ma chienne dans les bois et tout ça, j'imagine que pourquoi effectivement je serais toute seule. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc puis les lutins m'ont toujours passionnée, m'ont toujours. Je suis adepte des lutins en fait. Voilà. Bon, troll, lutin, tout ça. Patrick en plus avec aussi tout ce qui traîne en Bretagne. Ses origines bretonnes. Voilà, exactement. Donc voilà. Alors là, on voit des charlinettes, Chantal. Il faut nous expliquer pourquoi vous avez baptisé chacune de ces belles jeunes filles des charlinettes. Alors, tout simplement parce que Chantal est un prénom qui ne m'a jamais plu. Ah oui? Non, jamais. Donc, bien souvent, et j'ai demandé à Patrick aussi, s'il était possible de m'appeler Charline.
Et quand j'ai fait une première charlinette, d'ailleurs, bon, elle n'est pas montrable, c'est la toute première, Patrick m'a dit, bah, pourquoi pas une charlinette? Voilà. Alors ce monde des lutins, on en parlait tout à l'heure. Vous croyez aux lutins, aux fées, aux elfes, aux trolls? Absolument. Absolument. J'ai pas grandi. Alors oui, et on dit que les enfants y croient. Et alors ça veut dire que vous avez un regard d'enfant encore aujourd'hui? Très certainement, oui. Oui, oui. Vous ressentez les énergies dans la forêt, dans la nature? Oh ben absolument, oui, ça, il n'y a aucun problème, bien sûr. D'ailleurs, dès que le printemps arrive, comment dirais-je, mon vase n'est pas rempli de fleurs que je trouve à Super U ou quoi que ce soit, mais c'est rempli de fleurs des champs. C'est magnifique, une fleur de champ. On a bien fait de venir à Samoin. Vous connaîtrez maintenant le côté un peu secret de Samoin avec Patrick Breuset. On vous invite à lire ses livres et puis à retrouver ses charlinettes. Voilà. C'était des rencontres assez originales qu'on a faites aujourd'hui sur Samoin. On rappelle que c'est une grande station de ski. Faites du ski ou pas? Non. 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 C'est une très belle région. C'est très bien pour retrouver le goût de la nature, la vallée du Gifre et Samoin en particulier. Vous confirmez? Ah, je confirme, ça, oui. On est Oui. un petit peu à l'écart de Clou. Et on n'est pas loin de tout en fait. On n'est pas loin de tout, mais on est vraiment isolé quand même. Et ça, c'est fabuleux. Merci Chantal. De rien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Gabin Valère derrière la caméra qui lui aussi est retombé dans l'enfance. Voilà, demain pour une prochaine émission de la place du village. Au revoir les charlinettes. Merci Chantal. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.